Le sang du lynx traçait un chemin écarlate vers sa cachette, ses yeux ambrés reflétant autant de douleur que de férocité face à l'approche humaine. Ce que Marine ignorait en suivant ses traces, c'est que ce prédateur blessé allait ébranler toutes ses certitudes sur la frontière entre monde sauvage et compassion humaine. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Au cœur des montagnes du Jura français, là où la forêt dense rencontre les falaises calcaires, un silence inhabituel régnait ce matin d'automne. Le brouillard s'accrochait aux branches des sapins centenaires, créant un voile mystérieux sur le monde sauvage qui s'éveillait. C'est dans cette nature majestueuse mais impitoyable qu'un jeune lynx roux luttait pour sa survie, chaque respiration devenant un combat contre la douleur lancinante qui parcourait son corps blessé. Akela, comme l'appelleraient plus tard ceux qui croiseraient son chemin, n'était pas un lynx ordinaire. Son pelage roux tacheté de noir portait des marques distinctives, notamment une tache blanche en forme d'étoile sur sa poitrine, rare chez cette espèce. Ses yeux d'ambre, habituellement vifs et perçants, étaient maintenant voilés par la souffrance et la méfiance. À 3 ans, il avait atteint sa pleine maturité, mais le piège qui avait saisi sa patte arrière gauche n'avait fait aucune distinction entre jeunesse et expérience. Le sang séché collait son pelage, formant une croûte rigide qui tirait douloureusement sur sa peau à chaque mouvement. Sa patte, déchiquetée par les mâchoires métalliques d'un piège à loup illégal, pendait inutilement, tandis qu'il se traînait vers l'abri d'une cavité rocheuse. Il avait réussi à s'arracher du piège après des heures d'agonie, laissant derrière lui des lambeaux de chair et peut-être tout espoir de jamais chasser comme avant. La faim le tenaillait. 3 jours sans nourriture avaient considérablement affaibli ce prédateur autrefois puissant. Ses côtes saillaient sous son pelage terne et ses mouvements, jadis fluides et silencieux, étaient devenus maladroits et désespérés. Chaque pas était une torture, chaque mètre gagnait une victoire sur la mort qui le guettait. À 20 kilomètres de là, dans le petit village de Saint-Laurent-en-Grandvaux, Marine Leclerc préparait son équipement pour une nouvelle journée de travail. À 34 ans, cette vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage avait choisi de quitter la frénésie parisienne pour s'installer dans cette région préservée. Ancienne employée du zoo de Vincennes, elle avait décidé il y a 3 ans de mettre ses compétences au service de la protection des espèces menacées du Jura. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre les gardes forestiers? La voix de Paul, son assistant et ami de longue date, trahissait son inquiétude. Ces braconniers deviennent de plus en plus agressifs. Marine rangea méthodiquement ses seringues hypodermiques et ses médicaments dans sa mallette de terrain avant de répondre. « On n'a pas le temps, Paul. Si ce lynx a vraiment été pris dans un piège, comme le dit Jean-Marc, chaque heure compte. Tu connais la procédure. » Jean-Marc Rivière, un garde forestier expérimenté, avait appelé à l'aube après avoir découvert des traces de sang suivant un schéma irrégulier, typique d'un animal blessé se déplaçant sur 3 pattes. À côté, les restes d'un piège à mâchoire, illégal depuis des décennies en France, avec des poils roux pris entre ses dents métalliques. Les analyses préliminaires confirmaient qu'il s'agissait bien d'un lynx boréal, espèce protégée dont la population fragile dans le Jura faisait l'objet d'un programme de conservation. « Je viens avec toi », décida Paul en attrapant son propre sac. Marine ne protesta pas. Dans ces montagnes isolées, avoir un coéquipier n'était pas un luxe, mais une nécessité. Le soleil commençait tout juste à percer la brume matinale lorsque leur Land Rover s'engagea sur le chemin forestier. Les feuilles mortes craquaient sous les pneus, seul bruit venant troubler le silence de la forêt. Marine observait attentivement les alentours, son regard exercé cherchant le moindre indice. « Là !» s'exclama-t-elle soudain, désignant une tache sombre sur un tapis de feuilles rousses. Paul arrêta le véhicule et Marine descendit, s'accroupissant pour examiner ce qui était sans aucun doute du sang séché. C'est récent, pas plus de 2 ou 3 jours.
Suivant la piste de sang, les deux spécialistes s'enfoncèrent dans la forêt. Les traces devenaient plus espacées, signe que l'animal avait ralenti son allure, probablement à cause de l'épuisement. « Il cherche un abri », murmura Marine, ses yeux scrutant les falaises qui se dressaient devant eux. Ces rochers là-bas offriraient une protection idéale. Pendant ce temps, Akela avait senti leur présence. Son odorat, aussi affûté que sa vue, avait capté ces odeurs humaines qu'il avait appris à craindre depuis sa naissance. La douleur et la faiblesse l'empêchaient de fuir plus loin, alors il s'était recroquevillé au fond de sa cachette, ses yeux fixés sur l'entrée, prêt à défendre sa vie avec l'énergie du désespoir. Marine et Paul approchaient prudemment de la zone rocheuse, tous leurs sens en alerte. « Les traces s'arrêtent ici », chuchota Paul. Marine hocha la tête, sortant ses jumelles pour scanner les environs. C'est alors qu'elle le vit, un reflet ambré entre deux rochers, le regard d'un prédateur acculé. « Il est là », dit-elle doucement, son cœur s'accélérant non pas de peur, mais d'une profonde compassion mêlée d'excitation professionnelle. Et il est conscient. L'évaluation de la situation ne prit que quelques secondes à Marine. L'animal était gravement blessé, affaibli, mais toujours dangereux. Un lynx adulte pouvait infliger des blessures sérieuses, même dans cet état. « On va devoir le tranquilliser », décida-t-elle, préparant le fusil hypodermique avec une dose soigneusement calculée. « Tiens-toi prêt avec le filet si je le manque. » Paul acquiesça, déroulant silencieusement le filet de capture spécialement conçu pour les félins sauvages. Ils avaient fait cela des dizaines de fois, mais chaque animal, chaque situation était unique. Marine s'approcha lentement, le fusil levé, cherchant le meilleur angle. Le lynx gronda, un son grave et menaçant qui résonna contre les parois rocheuses. Ses oreilles, surmontées de touffes noires caractéristiques, étaient plaquées contre son crâne. Malgré sa faiblesse, il restait digne, sauvage, indomptable. « Je sais que tu as peur », murmura Marine en français, sachant pertinemment que ce n'étaient pas ses mots mais son intonation calme qui importait. « Nous sommes là pour t'aider. » Le lynx sembla réagir à sa voix, ses yeux se fixant directement dans ceux de Marine. Dans ce regard animal, elle vit une intelligence, une conscience qui dépassait la simple peur instinctive. Il y avait une évaluation, un calcul des risques. Ce bref moment de connexion lui donna la fenêtre dont elle avait besoin. Le tir fut précis. La seringue se logea dans la cuisse du félin, injectant le sédatif. Le lynx sursauta, puis tenta de reculer plus profondément dans sa cachette, mais l'espace restreint limitait ses mouvements. Marine et Paul attendirent patiemment, observant les signes du médicament prenant effet. D'abord l'instabilité, puis le ralentissement des mouvements. 8 minutes, annonça Paul en regardant sa montre, chronométrant l'action du sédatif. Ces 8 minutes semblèrent interminables pour Marine. Elle ne quittait pas des yeux le lynx dont les paupières commençaient à s'alourdir, luttant contre l'effet du médicament avec une volonté farouche. Finalement, sa tête s'affaissa et son corps se détendit. « C'est bon », dit-elle en s'approchant prudemment. « Reste vigilant quand même. » S'agenouillant près de l'animal inconscient, Marine fut immédiatement frappée par la gravité de ses blessures. La patte arrière était dans un état catastrophique, la chair déchiquetée laissant apercevoir l'os par endroits. L'infection avait déjà commencé, reconnaissable à l'odeur et à la coloration des tissus. « Mon Dieu !» souffla Paul en rejoignant sa collègue. « Tu crois qu'on pourra sauver la patte ?» Marine ne répondit pas immédiatement, ses doigts expérimentés évaluant les dommages. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement, « mais on va tout faire pour. Aide-moi à le mettre dans la caisse de transport. » Ensemble, ils soulevèrent délicatement le corps du lynx, surpris par sa légèreté. La déshydratation et la faim l'avaient considérablement amaigri. Marine estima son poids à environ 18 kilos, bien en dessous de la normale pour un mâle adulte. Alors qu'ils transportèrent le félin vers leur véhicule, Marine ne pouvait s'empêcher de penser au regard qu'ils avaient échangé.
Il y avait eu quelque chose dans ses yeux d'ambre, une lueur qui l'avait touché profondément. Ce n'était pas la première fois qu'elle sauvait un animal sauvage, mais celui-ci, pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas encore, semblait différent. « On l'emmène au centre ?» demanda Paul en démarrant le moteur. Marine hocha la tête, ses yeux ne quittant pas la caisse de transport sécurisée à l'arrière du véhicule. « Oui, et prévient le docteur Moreau. On va avoir besoin de son expertise en chirurgie orthopédique. » Alors que le Land Rover s'éloignait, emportant Akela vers un destin incertain, Marine ne pouvait savoir que ce lynx allait changer non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa perception du monde sauvage qu'elle s'était juré de protéger. Ce qui commençait comme un sauvetage de routine allait se transformer en une relation extraordinaire entre deux êtres que tout semblait séparer. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage du Jura était niché dans une clairière à l'écart du village. Ancien corps de ferme réaménagé, ces bâtiments en pierre locale se fondaient harmonieusement dans le paysage. À leur arrivée, Marine et Paul furent accueillis par le docteur Antoine Moreau, chirurgien vétérinaire de 58 ans qui avait quitté une brillante carrière à l'école vétérinaire de Lyon pour se consacrer à la faune sauvage. « Il est dans un sale état », commenta Moreau après un examen préliminaire du lynx toujours inconscient. Son visage buriné par les années ne trahissait aucune émotion, mais Marine connaissait suffisamment son mentor pour percevoir son inquiétude. La gangrène commence à s'installer. Il a dû rester piégé longtemps avant de réussir à s'arracher. La salle d'opération du centre, bien que modeste comparée à celle des cliniques urbaines, était équipée du matériel nécessaire pour traiter les urgences de la faune sauvage. Marine et Antoine se préparèrent méticuleusement pendant que Paul installait le monitoring et préparait les perfusions. « On pourrait essayer de reconstruire les tissus », suggéra Marine, en examinant de plus près la patte dévastée. « J'ai vu des cas similaires chez des félins de zoo qui... » « Ce n'est pas un félin de zoo », l'interrompit doucement Antoine. « C'est un prédateur sauvage. Même si nous sauvons sa patte, s'il ne peut pas chasser efficacement. » La phrase resta en suspens, mais son implication était claire. Dans la nature, un prédateur incapable de chasser était condamné. La réhabilitation d'animaux sauvages imposait parfois des décisions déchirantes, où l'éthique et la compassion devaient être soigneusement pesées. « Donnons-lui une chance », plaida Marine, surprise par sa propre véhémence. Quelque chose dans ce lynx l'avait touchée, avait réveillé en elle une détermination féroce. S'il ne récupère pas suffisamment pour être relâché, nous aviserons. Antoine la considéra longuement, puis acquiesça. « Nous ferons de notre mieux, mais sois prête à faire des choix difficiles. » L'opération dura plus de 3 heures. Les dégâts étaient considérables, tendons sectionnés, muscles déchirés, vaisseaux sanguins compromis. Marine et Antoine travaillèrent avec une concentration absolue, reconstruisant patiemment ce que le piège avait détruit. La tension dans la salle était palpable, interrompue seulement par les bips réguliers du moniteur cardiaque et les demandes précises d'instruments. « Regarde ça », murmura Antoine à un moment donné, pointant une cicatrice ancienne sur le flanc du lynx. Ce n'est pas sa première épreuve. Marine examina la marque, vestige probable d'un combat avec un autre prédateur. « Il est résilient », répondit-elle, trouvant un étrange réconfort dans cette preuve de la capacité de survie du félin. Quand ils eurent enfin terminé, Marine se sentit vidée. Ses épaules étaient douloureuses de tension et ses yeux brûlaient de fatigue. Mais la patte était sauvée, du moins temporairement. Ils avaient nettoyé, suturé, stabilisé l'os avec des broches, administré des antibiotiques à large spectre pour combattre l'infection. Maintenant, tout dépendait de la volonté de vivre du lynx et de sa capacité à accepter leurs soins. « Je vais rester avec lui cette nuit », décida Marine, alors qu'il transférait l'animal toujours anesthésié dans une cage de convalescence spécialement aménagée. « Tu es épuisé », protesta Paul. « Je peux prendre le premier quart. » Mais Marine secoua la tête. « Je veux être là quand il se réveillera. »
les premières heures seront cruciales. La cage de convalescence était plus spacieuse que les enclos standards, conçus pour minimiser le stress tout en permettant une observation constante. Des caméras installées dans les coins permettaient de surveiller l'animal sans présence humaine intrusive. Marine installa une chaise à côté, ajusta les perfusions, vérifia une dernière fois les constantes vitales, puis s'assit pour commencer sa veille. Les heures passèrent lentement. À travers la petite fenêtre de la salle, Marine pouvait voir la nuit tomber sur la forêt, les étoiles apparaissant une à une dans le ciel dégagé. Le centre s'était progressivement vidé. Seule Sophie, la soigneuse de nuit, restait de garde dans le bâtiment principal. C'est peu avant minuit que le lynx montra les premiers signes de réveil. Un léger tressaillement des paupières, une respiration plus profonde. Marine se redressa, tous ses sens en alerte. Le réveil après anesthésie était toujours un moment délicat pour les animaux sauvages, souvent marqué par une désorientation qui pouvait rapidement se transformer en panique. « Doucement », murmura-t-elle, alors que les yeux du félin s'ouvraient, révélant à nouveau ses iris ambrés qui l'avaient tant frappé. Tout va bien. Contrairement à ses attentes, le lynx ne tenta pas immédiatement de se lever. Il resta immobile, seuls ses yeux bougeant, analysant son environnement avec une intelligence calculatrice. Son regard s'arrêta sur Marine, la fixant avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es en sécurité », continua-t-elle doucement, sachant que c'était son intonation plus que ses mots qui importaient. « Nous t'avons soigné. » Lentement, précautionneusement, le lynx tenta de se redresser. Un gémissement étouffé lui échappa lorsque sa patte blessée toucha le sol, mais il ne se recoucha pas. Au lieu de cela, il s'assit, digne malgré sa faiblesse évidente, et continua d'observer Marine sans cligner des yeux. « Tu es vraiment extraordinaire », souffla-t-elle, impressionnée par son stoïcisme. Pendant les jours qui suivirent, Marine passa presque tout son temps au centre, ne rentrant chez elle que pour les nécessités les plus basiques. Le lynx, qu'elle avait officiellement baptisé Akela, d'après le chef de meute dans le livre de la jungle, la fascinait de plus en plus. Contrairement à la plupart des félins sauvages en captivité, il ne montrait pas d'agressivité ouverte envers les humains. Il restait vigilant, méfiant, mais semblait comprendre d'une manière ou d'une autre qu'ils essayaient de l'aider. Cette attitude exceptionnelle rendait les soins quotidiens moins périlleux que prévu. « Je n'ai jamais vu un comportement pareil », admit Antoine après avoir observé Marine changer les bandages d'Akela sans avoir besoin de le sédater complètement. On dirait presque qu'il coopère. Marine sourit, gratifiant le lynx d'une caresse légère sur la tête, un geste qu'il tolérait désormais. Il est intelligent. Je pense qu'il a compris que sa survie dépendait de nous. Antoine n'était pas entièrement convaincu. N'anthropomorphise pas trop, Marine. Ça reste un prédateur sauvage, pas un chat domestique. L'avertissement était justifié, Marine le savait. L'anthropomorphisme était un piège dans lequel tombaient souvent les vétérinaires travaillant avec la faune sauvage. Pourtant, elle ne pouvait nier le lien particulier qui semblait se former entre elle et Akela. Chaque jour, il réagissait davantage à sa voix, acceptait sa présence avec moins de réticence, la regardait avec ce qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Une semaine après l'opération, Marine put enfin constater les premiers signes encourageants de guérison. L'infection avait reculé, les tissus commençaient à se régénérer, et Akela mettait occasionnellement du poids sur sa patte blessée, bien que de façon hésitante. « Il est temps de commencer la rééducation », décida-t-elle lors de la réunion d'équipe hebdomadaire. Plus tôt il retrouvera sa mobilité, meilleures seront ses chances de récupération complète. La rééducation d'un prédateur sauvage n'était pas chose facile. Contrairement aux animaux domestiques, on ne pouvait pas simplement guider un lynx à travers des exercices thérapeutiques. L'approche devait être indirecte, créant un environnement qui encourageait naturellement les mouvements souhaités. Marine conçut un plan personnalisé,
Un enclos plus grand fut aménagé avec différents niveaux et textures pour stimuler différents types de mouvements. La nourriture, principalement des lapins et des volailles fraîchement abattues, était placée stratégiquement pour obliger Akela à grimper, s'étirer, mettre du poids sur sa patte en voie de guérison. « Tu crois vraiment qu'il pourra retourner à la vie sauvage ?» demanda Paul un soir, alors qu'ils observaient Akela négocier habilement un tronc d'arbre pour atteindre son repas. Sa démarche était encore irrégulière, mais s'améliorait visiblement jour après jour. Marine hésita avant de répondre. La question la tourmentait depuis le début. Le but ultime de leur travail était toujours de rendre les animaux à leur habitat naturel, mais la réalité imposait parfois des limites cruelles à cet idéal. « Je l'espère », dit-elle finalement, « mais ça dépendra de sa capacité à chasser efficacement. Un lynx a besoin de vitesse, d'agilité, de force. S'il ne peut pas courir aussi vite qu'avant, s'il ne peut pas bondir sur ses proies, et s'il ne peut pas être relâché ?» La question resta suspendue entre eux comme un nuage d'orage. Les options pour un grand prédateur non relâchable étaient limitées et rarement idéales. Captivité permanente dans un enclos, transfert vers un zoo ou, dans les cas les plus désespérés, euthanasie compassionnelle. « On n'en est pas encore là », répondit Marine, son regard ne quittant pas Akela qui, ayant terminé son repas, s'était assis pour se toiletter méticuleusement, sa langue râpeuse lissant son pelage tacheté avec une concentration absolue. Dans ce geste si typiquement félin, il y avait une normalité réconfortante, un rappel que malgré sa blessure, il restait fondamentalement ce qu'il avait toujours été, un lynx du Jura, fier et indomptable. C'est en l'observant ainsi que Marine prit une décision silencieuse. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lui rendre sa liberté, pour le voir un jour disparaître dans les profondeurs de sa forêt natale. Elle le devait à Akela, mais aussi à elle-même, à l'idéal qui l'avait poussée à consacrer sa vie à ces créatures sauvages qu'elle admirait tant. Un mois s'était écoulé depuis le sauvetage d'Akela. L'hiver s'installait progressivement dans le Jura, saupoudrant la forêt d'une fine couche de neige qui transformait le paysage en tableau monochrome. Au centre de réhabilitation, la routine quotidienne s'organisait désormais autour du lynx, dont les progrès, bien que constants, demeuraient fragiles. Ce matin-là, Marine arriva plus tôt que d'habitude, un sentiment d'anticipation l'animant. La veille, ils avaient retiré les dernières broches de la patte d'Akela, une étape cruciale dans sa réhabilitation. Elle était impatiente de voir comment il s'adapterait à cette nouvelle liberté. « Bonjour, champion », murmura-t-elle en entrant dans l'enclos aménagé où le félin se reposait. À son approche, Akela releva la tête, ses oreilles pointues se tournant vers elle dans un geste d'attention qu'elle avait appris à reconnaître. Aucune crainte, aucune agressivité, juste cette reconnaissance tranquille qui rendait leur relation si particulière. Marine s'accroupit à distance respectueuse, observant attentivement la démarche du lynx qui se levait pour s'étirer. Le contraste avec l'animal moribond qu'ils avaient secouru était saisissant. Son pelage avait retrouvé son lustre, ses muscles se redessinaient sous sa fourrure, et son regard avait regagné cette intensité caractéristique des grands prédateurs. Pourtant, sa patte arrière gauche portait toujours les stigmates de sa terrible blessure. Bien que fonctionnelle, elle restait plus faible, légèrement désaxée, forçant Akela à compenser par une démarche asymétrique qui trahissait sa vulnérabilité. « Comment va notre patient ce matin ?» La voix d'Antoine Moreau interrompit les observations de Marine. Le vétéran s'approcha, son carnet de notes à la main, prêt pour l'évaluation quotidienne. « Il utilise sa patte presque normalement », répondit Marine, une pointe de fierté dans la voix. « Regarde comme il se déplace avec plus d'assurance. » Antoine observa le lynx avec son œil clinique, notant chaque détail de sa démarche. Il y a du progrès, c'est indéniable. Mais Marine connaissait ce « mais ». Il revenait régulièrement dans leurs discussions, rappel constant des limites de leur intervention. Mais il ne retrouvera jamais sa mobilité complète.
compléta-t-elle à contre-cœur. Antoine acquiesça gravement. La question n'est plus de savoir s'il peut marcher, Marine, c'est de savoir s'il peut chasser efficacement. Un lynx a besoin d'explosivité, de vitesse sur de courtes distances, de précision dans ses bonds. Sans cela, la phrase resta en suspens, mais son implication était claire. Dans la nature impitoyable, un prédateur handicapé était un prédateur condamné. On pourrait commencer les tests de chasse, suggéra Marine, déterminée à ne pas abandonner. Voir comment il se débrouille dans des conditions contrôlées. C'est justement ce dont je voulais te parler, répondit Antoine, son expression s'adoucissant légèrement. J'ai préparé un protocole d'évaluation, 3 phases de difficulté croissante. Si Akela les réussit, nous pourrons envisager sérieusement un retour à la vie sauvage. Le cœur de Marine s'accéléra. C'était l'espoir qu'elle entretenait depuis des semaines, l'objectif qui guidait chacune de ses décisions concernant le lynx. Quand commençons-nous? Demain, si tu es d'accord. La première phase consistera à lui présenter des proies mortes mais cachées pour évaluer ses capacités olfactives et sa mobilité en recherche de nourriture. Marine hocha la tête, son regard revenant instinctivement vers Akela qui s'était assis pour observer leur conversation, comme s'il comprenait qu'ils discutaient de son avenir. « Il sera prêt », affirma-t-elle avec une conviction qui dépassait le simple avis professionnel. Cette conviction fut mise à l'épreuve dès le lendemain. L'équipe avait aménagé un enclos spécial pour les tests, plus vaste, reproduisant un fragment de forêt jurassienne avec ses obstacles naturels, troncs tombés, rochers, broussailles denses. Des lapins fraîchement abattus avaient été dissimulés à différents endroits, certains faciles d'accès, d'autres nécessitant des manœuvres plus complexes pour être atteints. Marine, Antoine et Paul observaient depuis un poste camouflé, enregistrant chaque mouvement d'Akela. Au début, le lynx semblait désorienté par ce nouvel environnement, tournant en cercle prudent, reniflant l'air chargé d'odeurs inconnues. Puis, son instinct prit le dessus. Avec une précision qui les stupéfia, il se dirigea directement vers la première proie cachée, contournant les obstacles avec une économie de mouvement qui compensait astucieusement sa légère boiterie. En moins d'1 heure, il avait localisé 4 des 5 proies, ne butant que sur celles placées en hauteur, qui auraient nécessité un bond vertical important. « C'est impressionnant », admit Antoine, visiblement surpris par cette performance. Il adapte sa technique de chasse à son handicap. Marine ne put réprimer un sourire triomphant. Les lynx sont des chasseurs d'embuscade, pas des sprinteurs comme les guépards. Akela compense sa mobilité réduite par une approche plus méthodique, plus patiente. Les jours suivants apportèrent leur lot de tests supplémentaires, chacun plus exigeant que le précédent. Des proies vivantes mais entravées furent introduites, puis des espaces de chasse toujours plus grands. Akela relevait chaque défi avec une détermination qui forçait l'admiration, démontrant une capacité d'adaptation que même Antoine, avec son expérience, jugeait exceptionnelle. Pourtant, malgré ses succès, une question persistait, lancinante. Ses performances en environnement contrôlé se traduiraient-elles dans la dureté imprévisible de la nature sauvage? C'est au cours de cette période d'évaluation qu'un nouvel élément vint compliquer la situation. Jean-Marc Rivière, le garde forestier qui avait signalé les traces d'Akela, se présenta au centre un après-midi pluvieux, son expression grave, annonçant des nouvelles préoccupantes. « Nous avons identifié le groupe de braconniers responsables du piège », annonça-t-il après les salutations d'usage. 3 hommes opérant depuis un chalet isolé près de la frontière suisse. Ils posent des pièges illégaux depuis des mois, ciblant principalement les lynx et les loups. Marine sentit une colère froide l'envahir. « Vous les avez arrêtés ?» Jean-Marc secoua la tête, frustration évidente dans son regard. « Pas encore. Nous avons besoin de les prendre en flagrant délit. Mais ce n'est pas le pire. » Il hésita, comme réticent à partager la suite. « Continuez », l'encouragea Antoine, pressentant l'importance de l'information.
Ils savent pour Akela. Apparemment, l'un d'eux surveillait le piège quand vous l'avez secouru. Il vous a suivi jusqu'ici, et maintenant il... Jean-Marc chercha ses mots. Ils considèrent ce lynx comme leur propriété, une sorte de trophée qui leur a échappé. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'implication était claire. Si Akela était relâché, il deviendrait une cible prioritaire pour ces hommes. Nous devons repenser notre stratégie de réintroduction, conclut Antoine, après un moment de réflexion. Peut-être choisir un territoire plus éloigné, hors de leur zone d'opération, ou attendre qu'ils soient arrêtés, suggéra Paul, et s'ils ne le sont jamais. La voix de Marine trahissait sa frustration. On ne peut pas garder Akela en captivité indéfiniment juste à cause de ces criminels. La discussion se poursuivit tard dans la soirée, sans qu'une solution claire n'émerge. Cette nouvelle menace ajoutait une dimension humaine à un problème déjà complexe, rappelant cruellement que la plus grande menace pour la faune sauvage restait l'homme et sa capacité infinie à perturber l'équilibre naturel. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Marine retourna au centre. Elle avait besoin de voir Akela, comme si sa présence pouvait apaiser le tumulte de ses pensées. Elle le trouva éveillé, ses yeux luisants dans l'obscurité comme 2 pièces d'or liquides. « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» murmura-t-elle, s'asseyant près de l'enclos. À sa surprise, le lynx s'approcha, se couchant de l'autre côté de la barrière, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. C'était la distance la plus réduite qu'il avait volontairement maintenue avec un humain depuis son arrivée. Dans ce moment de connexion silencieuse, Marine prit conscience de l'ampleur de son attachement à cet animal. Ce n'était plus seulement un cas professionnel, un défi médical à relever. Akela était devenu un symbole de résilience, un rappel de pourquoi elle avait choisi cette voie difficile plutôt que le confort d'une clinique urbaine. « Je te promets qu'on trouvera une solution, » dit-elle doucement. « Tu retourneras dans ta forêt, libre et en sécurité. » Comme s'il comprenait, Akela cligna lentement des yeux, ce geste que les félins réservent aux êtres en qui ils ont confiance. Cette simple manifestation de connexion renforça la détermination de Marine. Elle protégerait ce lynx, non seulement des séquelles de sa blessure, mais aussi des hommes qui l'avaient causée. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion d'urgence avec l'équipe complète du centre et plusieurs représentants des autorités locales, dont Jean-Marc. « Nous avons 2 problèmes à résoudre », commença-t-elle avec une assurance qui surprit même Antoine. « La réhabilitation physique d'Akela progresse bien, mais nous devons garantir sa sécurité une fois relâché. Je propose un plan en 2 volets. » Son idée était audacieuse. Équiper Akela d'un collier de suivi GPS ultra léger, spécialement conçu pour les félins sauvages, et organiser une opération coordonnée avec les gardes forestiers pour surveiller les braconniers présumés pendant la période critique suivant sa réintroduction. « Nous utiliserons Akela comme appât ?» demanda Jean-Marc, sceptique. « Non », répondit fermement Marine. « Nous utiliserons la technologie pour le protéger tout en recueillant des preuves contre ceux qui menacent son espèce. Le collier nous alertera immédiatement si Akela entre dans une zone à risque ou s'il reste immobile trop longtemps, signe possible qu'il a été piégé ou blessé. » La proposition de Marine suscita un débat animé. Certains membres de l'équipe s'inquiétaient des risques pour Akela. D'autres craignaient les implications légales d'une telle opération si elle tournait mal. Pourtant, au fur et à mesure que Marine détaillait son plan, exposant méthodiquement chaque aspect avec la précision d'un stratège militaire, les objections s'estompèrent progressivement. « Le collier GPS que je propose n'est pas un modèle standard », expliqua-t-elle, projetant des images sur l'écran de la salle de conférence. « Il a été développé spécifiquement pour les félins sauvages par l'Université de Lausanne. Ultra léger, autonomie de 2 ans, résistant au choc et à l'eau. Il n'entravera pas ses mouvements ni sa capacité à chasser. » Antoine,
initialement le plus sceptique, hochait maintenant la tête avec un intérêt croissant. Et concernant la surveillance des braconniers? Jean-Marc prit la parole, sa voix grave résonnant dans la pièce. Nous avons déjà une opération en préparation. Votre plan pourrait s'y intégrer. Mais je dois être clair, la sécurité d'Akela ne peut pas être garantie à 100%. La nature est imprévisible et ses hommes sont déterminés. Aucune réintroduction n'offre de garantie absolue, répondit Marine avec une sérénité qui masquait sa propre anxiété. Mais entre une captivité permanente et une liberté surveillée, je crois que le choix est clair. À la fin de la réunion, le consensus était établi. Ils iraient de l'avant avec le plan de Marine, avec quelques ajustements suggérés par Jean-Marc pour renforcer la coordination avec les autorités forestières. La date de réintroduction fut fixée à 3 semaines plus tard, offrant suffisamment de temps pour les préparatifs, tout en respectant le calendrier de réhabilitation d'Akela. Ces 3 semaines passèrent dans un tourbillon d'activités. Marine travaillait presque sans relâche, partagée entre les soins quotidiens à Akela, la finalisation des tests de chasse et la préparation logistique de la réintroduction. Le collier GPS arriva de Suisse, une merveille de technologie discrète qu'elle examina avec admiration avant de commencer à habituer Akela à sa présence. Contrairement à ses craintes, le lynx accepta le dispositif avec une tolérance surprenante. Après quelques jours d'adaptation où il manifestait son mécontentement par des secouements de tête agacés, il sembla simplement l'intégrer comme une partie de lui-même, une étrange excroissance qu'il ne pouvait pas retirer mais qui ne l'empêchait pas de vivre. Il comprend que c'est pour son bien, plaisanta Paul en observant Akela se déplacer dans son enclos, apparemment indifférent au collier qui ornait désormais son cou puissant. Marine sourit, mais évita de tomber dans le piège de l'anthropomorphisme qu'Antoine lui reprochait parfois. Il s'adapte, c'est tout. C'est ce qui fait sa force. À mesure que la date approchait, une tension grandissante s'installait au centre. Les derniers tests de chasse étaient encourageants. Akela avait réussi à capturer des lapins vivants dans un enclos simulant les conditions naturelles, compensant admirablement sa légère boiterie par une patience accrue et des approches plus méthodiques. Ses instincts de prédateur étaient intacts, même si sa technique avait dû s'adapter. Pourtant, un doute persistait dans l'esprit de Marine. Akela survivrait-il vraiment aux rigueurs de la vie sauvage? Leur travail acharné suffirait-il à contrebalancer les effets permanents de sa blessure? Et plus troublant encore, avait-elle le droit de le renvoyer dans un monde où des hommes le traquaient activement? Ces questions la tourmentaient particulièrement la nuit, l'empêchant de trouver le sommeil. Une semaine avant la date prévue, elle se rendit au centre bien après minuit, poussée par une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à définir clairement. Le bâtiment était silencieux, baigné dans la lumière bleutée des systèmes de surveillance nocturne. Akela ne dormait pas. Comme s'il avait senti sa présence, il était assis près de la clôture de son enclos, ses yeux reflétant la faible lumière comme 2 lampes ambrées dans l'obscurité. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir », murmura Marine en s'approchant. Le lynx l'observa sans bouger, cette intensité familière dans son regard. Marine s'assit à côté de l'enclos, séparée du félin par seulement quelques centimètres de grillage. C'était devenu une sorte de rituel entre eux, ces moments de proximité silencieuse où la frontière entre soigneur et patient, entre humain et animal sauvage, semblait s'estomper légèrement. « J'ai peur pour toi », admit-elle à voix basse. « Je me demande si je prends la bonne décision. » Akela inclina légèrement la tête, comme s'il écoutait. Ce simple geste, probablement dénué de la signification que Marine voulait y voir, lui apporta néanmoins un étrange réconfort. « Tu es né pour être libre », continua-t-elle. « Pas pour passer ta vie dans un enclos, aussi spacieux soit-il. Mais la liberté a un prix, et je ne sais pas si... » Sa voix se brisa légèrement. L'attachement qu'elle ressentait pour ce lynx dépassait le cadre professionnel. Elle en était douloureusement consciente.
Antoine l'avait mise en garde à plusieurs reprises contre ce type de lien émotionnel qui pouvait compromettre son jugement. Pourtant, c'était précisément cette connexion qui avait nourri sa détermination à trouver des solutions innovantes pour sa réhabilitation. À sa grande surprise, Akela se leva et s'approcha du grillage, si près que son souffle chaud caressa la main de Marine. Puis, dans un geste qui la stupéfia, il frotta doucement sa tête contre sa main à travers le grillage, un comportement typiquement félin de marquage, un signe de reconnaissance, peut-être même d'affection. Ce bref contact, ce moment de connexion inattendue, dissipa les doutes de Marine. Quelle que soit l'issue de cette aventure, elle savait maintenant avec certitude qu'elle prenait la bonne décision. Akela méritait sa chance, méritait de retrouver les forêts pour lesquelles il était fait. Le jour de la réintroduction arriva avec une aube claire et froide, le ciel dégagé promettant une journée ensoleillée malgré les températures hivernales. L'équipe s'était rassemblée tôt, chacun absorbé par les derniers préparatifs. La cage de transport avait été soigneusement préparée, le véhicule tout-terrain chargé d'équipements et les dernières vérifications du collier GPS effectuées. Marine avait à peine dormi, alternant entre excitation et appréhension. Elle vérifia une dernière fois le fonctionnement du collier sur sa tablette. Le signal était fort, la batterie pleinement chargée. L'application développée par l'université suisse permettait de suivre les déplacements d'Akela en temps réel, d'établir des zones d'alerte si le lynx pénétrait dans des territoires à risque et même de détecter des anomalies dans ses mouvements qui pourraient indiquer une blessure ou un piégeage. « C'est l'heure », annonça Antoine, interrompant ses vérifications. Son visage habituellement impassible trahissait une émotion contenue. Malgré ses réserves initiales, il s'était lui aussi attaché à ce patient exceptionnel. Tranquilliser Akela pour le transport fut une procédure délicate. Marine avait calculé la dose avec une précision extrême, suffisante pour le maintenir calme pendant le voyage, mais pas assez pour affecter ses réflexes une fois relâchés. Le lynx, comme s'il comprenait l'importance de ce jour, se laissa manipuler avec une docilité inhabituelle. « On dirait qu'il sait », murmura Paul, en aidant à transférer le félin sédaté dans la cage de transport. « Peut-être », répondit simplement Marine, caressant une dernière fois la fourrure tachetée avant de fermer la porte. Le site de réintroduction avait été soigneusement sélectionné. Une zone isolée du parc naturel régional du Haut-Jura, riche en gibier et éloignée des sentiers fréquentés. Plus important encore, c'était un territoire situé en dehors de la zone d'opération connue des braconniers, offrant à Akela un sanctuaire relatif pour ses premiers mois de réadaptation à la vie sauvage. Le trajet dura près de 2 heures, sur des routes forestières de plus en plus étroites et accidentées. Marine resta à l'arrière du véhicule avec la cage, surveillant constamment les signes de réveil d'Akela. Le lynx commença à montrer des signes de conscience alors qu'ils approchaient de leur destination, ses yeux s'ouvrant par intermittence, ses oreilles s'agitant en réaction au son de la forêt qui pénétrait dans le véhicule. « Nous y sommes », annonça Jean-Marc en arrêtant finalement le véhicule dans une petite clairière entourée de sapins majestueux. « Mes hommes sont en position. La zone est sécurisée. » Marine prit une profonde inspiration. Ce moment qu'elle avait tant anticipé était enfin arrivé. Avec l'aide de Paul et d'Antoine, elle transporta la cage jusqu'à l'orée de la forêt. Akela était maintenant complètement éveillé, son corps tendu comme un ressort, ses yeux fixés sur l'étendue verte qui s'ouvrait devant lui. « C'est à toi de jouer maintenant », dit doucement Marine en s'agenouillant devant la cage. « Montre-leur ce dont tu es capable. » Avec un geste délibérément lent, elle ouvrit la porte de la cage. Pendant un long moment, rien ne se passa. Akela resta immobile, comme hésitant devant cette liberté soudainement offerte. Puis, avec une grâce fluide qui démentait sa légère infirmité, il s'avança.
À la lisière de la cage, il s'arrêta brièvement, tournant la tête pour fixer Marine une dernière fois, ce regard ambré gravant une empreinte indélébile dans sa mémoire. Puis, dans un mouvement si rapide qu'il en devint presque flou, Akela bondit. En quelques secondes, il avait traversé la clairière et disparaissait dans l'ombre des arbres, sa silhouette tachetée se fondant parfaitement dans le jeu de lumière du sous-bois. « Bonne chance », murmura Marine, les yeux rivés sur le point où le lynx avait disparu, sentant un mélange de fierté et de mélancolie l'envahir. Le retour au centre fut empreint d'un silence contemplatif. Chaque membre de l'équipe semblait absorbé dans ses propres réflexions, mesurant l'importance de ce qu'il venait d'accomplir. Pour Marine, ce moment marquait à la fois l'aboutissement de mois d'efforts acharnés et le début d'une nouvelle phase d'incertitude. Akela n'était plus sous leur protection directe, désormais livré à lui-même face aux défis impitoyables de la vie sauvage. « Le signal est stable », annonça-t-elle en consultant sa tablette dès leur retour au centre. La petite icône représentant Akela s'était déplacée de près de 2 kilomètres depuis leur départ, s'enfonçant profondément dans la forêt. Il se déplace normalement, pas de signe de détresse. Antoine posa une main réconfortante sur son épaule. C'est un bon début. Maintenant, il faut lui faire confiance. Faire confiance. Ces mots résonnèrent en Marine avec une force particulière. Faire confiance à Akela, à ses instincts, à sa capacité d'adaptation. Faire confiance à leur travail, à ces mois de réhabilitation méticuleuse. Et peut-être plus difficile encore, faire confiance à la nature elle-même, à ce cycle éternel de vie et de mort dont ils n'étaient que de modestes observateurs. Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine pour Marine. Chaque matin, elle vérifiait immédiatement les données du collier GPS, scrutant les déplacements nocturnes d'Akela, analysant ses schémas de mouvement, cherchant le moindre signe de difficulté. Les nuits, elle les passait souvent au centre, incapable de s'éloigner trop longtemps de l'écran qui la reliait au lynx. Au 5e jour, un changement dans les mouvements d'Akela attira son attention. « Il a établi un territoire », expliqua-t-elle à Paul en lui montrant la carte sur sa tablette. « Regarde ce motif circulaire, ces allers-retours réguliers. C'est typique d'un lynx qui marque son espace. » « C'est plutôt petit comme territoire, non ?» remarqua Paul, étudiant la zone délimitée par les déplacements du félin. Marine hocha la tête, un léger pli d'inquiétude barrant son front. Environ 40% de la taille normale pour un mâle adulte. Il compense probablement sa mobilité réduite en choisissant un territoire plus dense, en proie potentielle, moins étendu, mais plus productif. Cette adaptation était encourageante, preuve de l'intelligence d'Akela, mais elle soulevait aussi des questions sur sa capacité à concurrencer d'autres prédateurs pour les ressources limitées de la forêt hivernale. La première véritable épreuve survint une semaine après la réintroduction. Marine fut réveillée en pleine nuit par l'alarme de son application. Le collier d'Akela émettait un signal de détresse, indiquant des mouvements erratiques suivis d'une immobilité prolongée. Sans hésiter, elle contacta Jean-Marc et Antoine, puis se précipita vers le centre où une équipe d'intervention d'urgence se rassemblait déjà. Les visages étaient graves, les gestes précis et rapides, chacun comprenant la gravité potentielle de la situation. « Les dernières coordonnées le placent ici », expliqua Marine dans le véhicule qui les conduisait vers le site, montrant un point sur la carte digitale. À la limite nord de son territoire, le signal est stationnaire depuis plus d'1 heure. « Des signes de braconnage dans la zone ?» demanda Antoine, son visage à peine visible dans la pénombre de l'habitacle. Jean-Marc secoua la tête. « Pas récemment, mais ces types sont malins, ils changent constamment de méthode. » L'angoisse nouait l'estomac de Marine. Avait-il fait une erreur? Avait-il condamné Akela en le relâchant trop tôt? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, alors que le véhicule progressait laborieusement sur les chemins forestiers rendus glissants par le gel nocturne. Lorsqu'ils atteignirent enfin les coordonnées indiquées,
L'aube commençait tout juste à teinter le ciel d'une lumière grise. Équipés de lampes frontales et de matériel de premier secours, ils s'enfoncèrent dans le sous-bois, suivant le signal de plus en plus fort du collier. Ce qu'ils découvrirent les figea sur place. Akela était là, allongé sur le sol forestier, immobile mais les yeux grands ouverts. Devant lui gisait un chevreuil, sa gorge déchirée témoignant d'une mise à mort efficace. Le lynx avait chassé avec succès, mais semblait incapable de bouger, comme paralysé. « Attention », murmura Antoine, « il pourrait être blessé et agressif. » Marine s'avança lentement, son cœur battant à tout rompre. À quelques mètres d'Akela, elle comprit enfin ce qui se passait. Le lynx n'était pas blessé, il était simplement repu, tellement gorgé de nourriture après probablement son premier repas complet, depuis sa libération, qu'il pouvait à peine se déplacer. Un rire nerveux lui échappa, mélange de soulagement et d'émerveillement. « Il a réussi », souffla-t-elle. « Il a chassé et tué une proie presque 3 fois plus grande que lui. » Akela tourna légèrement la tête à son approche, ses yeux ambrés la reconnaissant visiblement. Aucune peur, aucune agressivité, juste cette même connexion silencieuse qu'ils avaient partagée au centre. « On devrait se retirer », suggéra Jean-Marc, après avoir confirmé que le lynx n'était effectivement pas en danger. Moins il s'habitue à notre présence, mieux c'est pour sa réadaptation. Marine acquiesça à contre-cœur, sachant qu'il avait raison. Avant de partir, elle vérifia rapidement le collier, s'assurant qu'il n'irritait pas la peau du félin et que son fonctionnement était optimal. Akela se laissa examiner avec une tolérance surprenante, comme s'il comprenait que ces humains, malgré leur intrusion, ne lui voulaient aucun mal. Ce premier succès fut suivi par d'autres. Au fil des semaines, les données collectées par le collier révélaient un lynx qui s'adaptait remarquablement bien à son environnement. Ses schémas de chasse se stabilisaient, ses périodes d'activité correspondaient aux habitudes naturelles de l'espèce, et il évitait intelligemment les zones fréquentées par les humains. « C'est presque trop beau pour être vrai », admit Antoine lors d'une réunion de suivi, 2 mois après la réintroduction. Ses chances de survie à long terme augmentent chaque jour. Pourtant, cette réussite éclatante fut ternie par une nouvelle inquiétante apportée par Jean-Marc. Les braconniers n'avaient pas abandonné leur quête. Des pièges avaient été découverts à la périphérie du territoire d'Akela, signe que quelqu'un tentait méthodiquement de rétrécir son espace vital, de le pousser vers des zones plus exposées. « Ils sont patients et méthodiques », expliqua le garde forestier, déployant une carte où il avait marqué l'emplacement des pièges découverts. Ils essaient de le rabattre vers ce secteur, probablement pour l'attirer dans un piège plus élaboré. Marine étudia la carte, une froide détermination remplaçant sa peur initiale. Alors nous serons encore plus vigilants. Le collier nous permet d'anticiper et de protéger Akela sans interférer directement avec son comportement naturel. Cette protection à distance devint un véritable jeu du chat et de la souris. Chaque piège découvert était soigneusement neutralisé, chaque intrusion dans la zone documentée comme preuve potentielle. Une surveillance discrète fut mise en place au point stratégique, dans l'espoir de prendre les braconniers en flagrant délit. Au printemps, alors que la neige commençait à fondre dans les hauteurs du Jura, révélant les premières touches de vert sous le manteau blanc, un événement inattendu vint bouleverser leur stratégie. Le signal du collier d'Akela, habituellement si prévisible dans ses déplacements territoriaux, commença à s'aventurer bien au-delà des limites qu'il s'était fixées. Il s'est déplacé de plus de 20 kilomètres en 2 jours, constata Marine, perplexe devant ce changement soudain de comportement. Ce n'est pas normal. Peut-être fuit-il quelque chose, suggéra Paul. Un autre prédateur ou une perturbation humaine. Antoine, cependant, avait une autre théorie. « Quelle saison sommes-nous » demanda-t-il avec un léger sourire. Comprenant soudain l'implication, Marine sentit un élan d'espoir. « La saison des amours » murmura-t-elle. « Il cherche une partenaire. » Les données des jours suivants confirmèrent cette hypothèse.
Akela suivait clairement la trace d'une femelle, ses déplacements correspondant au comportement typique d'un mâle en quête de reproduction. Ce développement inattendu était une preuve supplémentaire de sa réadaptation réussie. Non seulement il survivait, mais il participait pleinement au cycle naturel de son espèce. Pour Marine, cette nouvelle apportait des sentiments mitigés. D'un côté, une fierté immense de voir Akela s'épanouir au-delà de leurs espérances les plus optimistes. De l'autre, une inquiétude accrue, car ses déplacements élargis l'exposaient davantage aux dangers, notamment humains. « Nous ne pouvons pas le protéger indéfiniment », lui rappela gentiment Antoine, percevant son conflit intérieur. « À un moment donné, nous devons accepter de le laisser vraiment partir. » Marine savait qu'il avait raison. La réhabilitation complète ne signifiait pas seulement guérir un corps blessé, mais aussi rendre à un animal sauvage sa pleine autonomie, avec tous les risques que cela comportait. Leur rôle n'était pas de supprimer ces risques, une tâche impossible, mais de rétablir un équilibre que l'intervention humaine avait perturbé. « Mais nous pouvons quand même attraper ces braconniers », insista-t-elle, refusant d'abandonner complètement son rôle protecteur. La chance leur sourit finalement un soir d'avril. Une des caméras de surveillance positionnées stratégiquement captura des images de deux hommes installant un piège à collet dans une zone fréquentée par Akela lors de ses récentes explorations. Jean-Marc, alerté immédiatement, organisa une intervention rapide avec ses collègues de l'Office français de la biodiversité. Les deux suspects furent appréhendés en possession de matériel de braconnage et de documents les reliant à plusieurs autres cas de piégeage illégal. Plus crucial encore, une perquisition dans leur véhicule révéla des photos d'Akela prises au téléobjectif, confirmant qu'il était bien leur cible prioritaire. « Ils ont parlé du troisième homme ?» demanda Marine lorsque Jean-Marc lui communiqua les résultats de l'opération. Le garde forestier secoua la tête. « Pas encore, mais l'enquête continue et les preuves s'accumulent. C'est déjà une grande victoire. » Cette victoire contre les braconniers apporta un soulagement temporaire à l'équipe, mais Marine savait que la menace n'était pas complètement écartée. Le troisième homme, probablement le chef du groupe selon les premières informations de l'enquête, restait introuvable. Plus inquiétant encore, il s'agissait d'un certain Viktor Krasny, braconnier notoire d'origine slovaque, connu des services internationaux pour son implication dans le trafic d'espèces protégées à travers l'Europe. Il ne s'agit pas d'un simple braconnier local, expliqua Jean-Marc lors d'une réunion d'urgence au centre. Krasny opère à grande échelle. Pour lui, un lynx comme Akela représente un trophée particulièrement précieux, surtout avec l'histoire médiatisée de sa réhabilitation. Marine sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. « Vous pensez qu'il a suivi toute notre opération? Qu'il sait pour le collier GPS ?» Jean-Marc échangea un regard avec Antoine avant de répondre « C'est possible. Ses complices avaient des photos d'Akela prises après sa réintroduction. Ils connaissaient ses habitudes, ses zones de chasse préférées. Quelqu'un a fait un travail de renseignement minutieux. » Cette révélation jeta un froid dans la pièce. Leur projet, motivé par les meilleures intentions, avait peut-être involontairement mis Akela en danger accru. La notoriété du lynx miraculé, comme certains médias locaux l'avaient surnommé, avait fait de lui une cible de choix pour des individus sans scrupules. « Nous devons envisager de retirer le collier », suggéra Antoine, brisant le silence pensif qui s'était installé. « S'ils peuvent le traquer grâce à ça. »« Impossible », coupa Marine, plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. « Sans le collier, nous n'aurions aucun moyen de le protéger. Et pour le retirer, il faudrait le capturer à nouveau, ce qui serait traumatisant et compromettrait tous les progrès qu'il a faits. » Paul, qui était resté silencieux jusqu'alors, offrit une perspective différente. « Et si le collier devenait justement notre atout? Si ce Krasny pense pouvoir utiliser le signal pour trouver Akela, nous pourrions retourner cette stratégie contre lui. » L'idée, bien que risquée, méritait d'être explorée. Avec l'aide des autorités, ils élaborèrent un plan.
Plutôt que de réduire la surveillance, il l'intensifierait, utilisant Akela, à distance et sans danger pour lui, comme appât pour attirer Krasny dans un piège. Pendant ce temps, le lynx continuait sa vie sauvage, ignorant les machinations humaines qui se tissaient autour de lui. Les données du collier racontaient l'histoire d'un prédateur parfaitement adapté à son environnement malgré son handicap. Sa légère boiterie, loin d'être un obstacle insurmontable, semblait l'avoir poussé à développer des techniques de chasse encore plus efficaces, privilégiant l'embuscade et la patience plutôt que la poursuite. Plus fascinant encore pour Marine, Akela semblait avoir trouvé ce qu'il cherchait lors de ses excursions printanières. Pendant plusieurs jours, son signal s'était stabilisé dans une zone rocheuse éloignée, accompagné périodiquement par les mouvements d'un autre lynx, probablement une femelle selon le modèle comportemental observé. Il a peut-être trouvé une compagne, suggéra-t-elle à Antoine, avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Une compagne signifiait la possibilité d'une descendance, l'ultime confirmation de sa réhabilitation réussie. Mais cela signifiait aussi de nouvelles responsabilités, de nouveaux risques. « Ne nous emballons pas », tempéra Antoine, fidèle à sa prudence habituelle. Les interactions entre lynx peuvent avoir de nombreuses significations. Attendons de voir si le schéma se maintient. Le schéma se maintint. Pendant les semaines qui suivirent, les données confirmèrent ce que Marine avait espéré. Akela et la femelle lynx, qu'ils avaient surnommée Freya, partageaient désormais un territoire chevauché, comportement typique d'un couple reproducteur. Cet heureux développement fut cependant éclipsé par une nouvelle alarmante. Un témoin avait signalé la présence d'un homme correspondant à la description de Krasny dans un village proche du territoire d'Akela. La confrontation tant redoutée semblait imminente. L'opération mise en place par Jean-Marc et ses collègues était méticuleusement planifiée. Des agents en civil étaient positionnés au point stratégique, surveillant les accès principaux à la zone. Des caméras thermiques avaient été installées, capables de détecter des mouvements humains, même dans l'obscurité totale. Marine, malgré sa réticence initiale à s'impliquer dans un aspect aussi dangereux de l'affaire, avait insisté pour participer à la surveillance depuis un poste d'observation dissimulé. Les premiers jours furent sans incident, créant une fausse impression de sécurité rapidement dissipée le 4e soir. Le signal du collier d'Akela commença à montrer des mouvements erratiques, comme si le lynx fuyait quelque chose. Simultanément, une des caméras thermiques détecta une silhouette humaine progressant méthodiquement à travers le sous-bois, suivant visiblement une piste. « C'est lui », murmura Jean-Marc dans la radio, coordonnant discrètement ses équipes. « Position Alpha 3 se déplace vers le nord-est, tous les agents en alerte. » Le cœur de Marine battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pourrait être entendu à des kilomètres. Sur sa tablette, elle suivait le point lumineux représentant Akela, qui semblait maintenant se diriger vers une zone particulièrement dense de la forêt. Peut-être cherchait-il instinctivement un refuge face à la menace qu'il percevait. L'opération se déroula avec une rapidité surprenante. La silhouette, effectivement Krasny, fut encerclée par les agents qui avaient patiemment attendu ce moment. L'homme tenta de fuir, mais fut rapidement maîtrisé. La fouille de son équipement révéla un arsenal inquiétant. Fusil à lunettes équipé d'un silencieux, pistolet hypodermique contenant un puissant sédatif, matériel de taxidermie compact et, plus troublant encore, un dispositif électronique sophistiqué capable d'intercepter et de suivre le signal du collier GPS d'Akela. « Comment a-t-il pu » commença Marine, stupéfaite par ce niveau de préparation technique. « Le marché noir regorge de ce genre d'équipement », expliqua Jean-Marc, examinant le dispositif confisqué. « Avec suffisamment d'argent et les bonnes connexions, on peut se procurer pratiquement n'importe quelle technologie. » L'arrestation de Krasny marquait la fin d'une menace spécifique, mais soulevait des questions troublantes sur la vulnérabilité des programmes de conservation. Si les outils même conçus pour protéger les animaux pouvaient être détournés contre eux, où tracer la limite entre surveillance bénéfique
et exposition risquée. Ces questions tourmentèrent Marine longtemps après que l'excitation de l'opération se soit dissipée. Assise dans son bureau au centre, elle regardait fixement les données du collier d'Akela, qui montraient que le lynx avait regagné son comportement normal, apparemment indifférent au drame humain qui s'était joué si près de lui. « Tu pensais vraiment à le retirer, n'est-ce pas ?» La voix d'Antoine l'attira de sa contemplation. Le vétéran se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant avec cette perspicacité tranquille qui était sa marque de fabrique. Marine hocha lentement la tête. « Je me demande si nous avons le droit de maintenir ce lien technologique avec lui. S'il ne serait pas plus juste de le laisser vraiment libre, sans notre surveillance constante. » Antoine prit une chaise, s'asseyant face à elle avec une expression pensive. « C'est la question éternelle de notre métier, Marine. Où s'arrête notre responsabilité? À quel moment devons-nous simplement faire confiance à la nature et nous retirer ?» Le silence s'installa entre eux, chargé de ces questionnements éthiques qui n'admettaient pas de réponse simple. Finalement, Antoine reprit. « Le collier a une durée de vie limitée. La batterie s'épuisera éventuellement, et alors la décision sera prise pour nous. » « Environ 10 mois encore, » murmura Marine, ayant calculé maintes fois cette échéance. 10 mois pendant lesquels nous pourrons continuer à apprendre, à documenter sa réadaptation, à protéger sa zone si nécessaire. Puis il sera vraiment libre, sans notre interférence technologique. Cette perspective apporta un certain apaisement à Marine, un compromis entre leur désir humain de protection et le respect dû à la nature sauvage d'Akela. Au cours des semaines suivantes, les données du collier confirmèrent ce qu'ils avaient espéré. Freya s'était établie dans une zone rocheuse isolée, comportement typique d'une femelle préparant une tanière pour mettre bas. Akela patrouillait régulièrement autour de cette zone, apportant occasionnellement des proies. Son comportement correspondait parfaitement à celui d'un mâle contribuant à l'alimentation d'une femelle gestante. « C'est incroyable », s'émerveilla Marine en partageant ses observations avec l'équipe. Non seulement il a survécu, mais il va potentiellement contribuer à la population de lynx du Jura, de victimes de braconnage à pair. Quelle histoire! Le programme de réhabilitation d'Akela avait dépassé toutes les attentes, devenant un cas d'étude que Marine documentait méticuleusement pour des publications scientifiques. L'histoire du lynx miraculé attirait l'attention des milieux de conservation bien au-delà des frontières françaises, offrant un exemple inspirant de ce qui pouvait être accompli avec suffisamment de détermination et d'expertise. Pourtant, au milieu de cette réussite professionnelle, Marine ressentait un étrange sentiment de manque. Ses visites régulières dans la forêt pour recueillir des données complémentaires n'avaient jamais permis d'apercevoir Akela directement. Le lynx, pleinement réintégré à son monde sauvage, évitait désormais efficacement toute présence humaine exactement comme il le devait. « Tu t'attendais à quoi ?» lui demanda gentiment Paul un soir, alors qu'il rentrait d'une expédition infructueuse. « Qu'il vienne te saluer comme un vieil ami ?» Marine sourit, reconnaissant l'absurdité de son espoir secret. « Non, bien sûr que non. C'est juste que, après tout ce temps passé à le soigner, à le suivre à distance, j'aimerais le voir, juste une fois. Voir de mes propres yeux qu'il va vraiment bien. » Paul la regarda avec compréhension. « Tu le vois tous les jours ?» dit-il en désignant la tablette où clignotait le point représentant Akela. « Pas physiquement, mais tu connais chacun de ses mouvements, chacune de ses habitudes. Tu le connais probablement mieux que n'importe quel lynx sauvage n'a jamais été connu. » L'été s'installa sur le Jura, transformant les forêts en cathédrales de verdure, où la lumière filtrait en rayons dorés à travers la canopée. Cette saison d'abondance était particulièrement cruciale pour Freya, qui, selon leurs estimations, avait dû mettre bas fin mai. Les données du collier d'Akela indiquaient une activité de chasse intensifiée, cohérente avec le comportement d'un mâle subvenant aux besoins d'une femelle allaitante et de ses petits. « Il a probablement triplé son rayon d'action. »
remarqua Marine en analysant les dernières données avec Antoine. Il s'aventure bien au-delà de son territoire habituel pour chasser, probablement pour éviter d'épuiser les ressources proches de la tanière. Antoine hocha la tête, impressionné par cette adaptation. Il compense intelligemment sa mobilité réduite par une planification plus efficace. Remarque ces schémas, dit-il en pointant certains trajets récurrents sur la carte. Il ne chasse pas au hasard. Il a identifié les zones les plus productives et y retourne systématiquement. Cette évolution fascinait Marine d'un point de vue scientifique, mais elle ressentait également une fierté presque maternelle devant la réussite d'Akela. Le lynx qu'ils avaient secouru moribond était devenu non seulement un survivant, mais un contributeur actif à la préservation de son espèce. Le projet avait pris une dimension qui dépassait largement sa portée initiale. Les données récoltées via le collier constituaient une mine d'or scientifique, offrant des insights sans précédent sur le comportement d'un grand félin sauvage, adapté à un handicap. Marine avait commencé à rédiger un article pour une revue prestigieuse de conservation, documentant méticuleusement chaque aspect de cette extraordinaire réhabilitation. L'université de Grenoble a appelé, annonça Paul un matin, interrompant Marine dans ses analyses. Ils veulent que tu viennes présenter le cas d'Akela à leur symposium sur la réhabilitation des prédateurs. Marine leva les yeux de son écran, surprise. Un symposium universitaire? Je suis juste une vétérinaire de terrain, pas une chercheuse académique. Paul sourit. Apparemment, ton travail avec Akela t'a propulsé dans une nouvelle catégorie. Tu as créé un précédent, Marine. D'autres centres de réhabilitation veulent s'inspirer de tes méthodes. Cette reconnaissance professionnelle était gratifiante, mais amenait aussi son lot de responsabilités. Si leur approche devenait un modèle, chaque décision prise dans le cadre du projet Akela serait scrutée, analysée, peut-être même critiquée. L'une de ces décisions continuait particulièrement à troubler Marine, le maintien du collier GPS. J'ai reçu un email d'un groupe de défense des droits des animaux, confia-t-elle à Antoine lors d'une de leurs discussions vespérales. Il qualifie notre surveillance continue d'intrusion injustifiée dans la vie d'un animal sauvage. Il parle d'égoïsme scientifique. Antoine soupira, frottant ses yeux fatigués. Ces critiques sont inévitables. Quoi que nous fassions, certains trouveront à redire. La question est, toi, que penses-tu? Le collier sert-il toujours un objectif légitime de conservation ou simplement notre curiosité? La question était pertinente et Marine y avait longuement réfléchi. Je crois sincèrement que les données que nous recueillons peuvent bénéficier à l'espèce entière, comprendre comment un prédateur s'adapte à un handicap, comment il modifie ses techniques de chasse, son utilisation du territoire. Ces informations sont précieuses pour les futurs programmes de réhabilitation. Mais, encouragea Antoine, percevant son hésitation, mais je me demande si nous ne devrions pas envisager de retirer le collier plus tôt que prévu. Maintenant que la menace des braconniers est écartée, maintenant qu'il a prouvé sa capacité à survivre. Leur conversation fut interrompue par l'alarme stridente de la tablette de Marine. Le signal du collier indiquait un mouvement anormalement rapide, presque frénétique d'Akela. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle, son inquiétude immédiatement ravivée. « Ces déplacements, on dirait qu'il cherche quelque chose, ou qu'il fuit. » Antoine se pencha pour observer l'écran, son front plissé par la concentration. La tanière de Freya est dans cette direction, il s'en rapproche à grande vitesse. Sans hésiter, Marine contacta Jean-Marc, partageant les coordonnées et ses inquiétudes. Le garde forestier, toujours vigilant depuis l'affaire Krasny, promit d'envoyer immédiatement une équipe sur place pour vérifier la situation. Les heures qui suivirent furent parmi les plus angoissantes que Marine ait jamais vécues. Le signal d'Akela continuait de montrer une activité inhabituelle, concentrée autour de la zone où il supposait que se trouvait la tanière de Freya. Que s'était-il passé? Un autre prédateur? Des braconniers? Une catastrophe naturelle? Jean-Marc appela finalement, sa voix grave portant des nouvelles qui glacèrent le sang de Marine. Un incendie.
probablement déclenché par des campeurs imprudents. Il se propage rapidement à cause de la sécheresse des dernières semaines. Mon Dieu, souffla Marine. La tanière. Elle est directement sur le chemin du feu. Mes hommes essaient d'établir un périmètre de sécurité, mais le vent ne joue pas en notre faveur. Sans réfléchir davantage, Marine attrapa son équipement. J'arrive. Envoyez-moi les coordonnées exactes. Marine, c'est trop dangereux, protesta Antoine. Les autorités s'en occupent. Tu ne peux rien faire de plus. Mais sa décision était prise. Je dois y aller. Si Freya et ses petits sont en danger, si Akela est piégée. Antoine comprit qu'il ne pourrait pas la dissuader. Alors j'y vais aussi, décida-t-il, rassemblant rapidement un kit médical d'urgence. Paul, préviens l'équipe de garde que nous aurons peut-être besoin de la clinique mobile. Le trajet jusqu'à la zone sinistrée parut interminable à Marine. À travers la vitre du véhicule, elle pouvait déjà apercevoir la colonne de fumée s'élevant au-dessus de la cime des arbres, tachant le ciel estival d'un gris menaçant. L'odeur âcre du bois brûlé s'intensifiait à mesure qu'ils approchaient, et bientôt ils durent s'arrêter, bloqués par un barrage de sécurité établi par les pompiers forestiers. Jean-Marc les attendait, son visage maculé de suie trahissant son implication directe dans la lutte contre les flammes. « Le feu progresse vers l'est », expliqua-t-il, pointant vers la fumée la plus dense. « Nous avons évacué tous les campeurs et randonneurs de la zone, mais la faune sauvage... » Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Les incendies forestiers étaient particulièrement dévastateurs pour la faune, piégeant les animaux ou les forçant à fuir vers des territoires inconnus, souvent hostiles. « Où en est Akela ?» demanda Jean-Marc, sachant que le collier était leur meilleure chance de localiser le lynx. Marine consulta sa tablette, le cœur serré. Son signal est stationnaire depuis 30 minutes. « Ici », dit-elle en montrant un point sur la carte digitale. C'est cohérent avec l'emplacement présumé de la tanière de Freya. Les implications étaient alarmantes. Si Akela restait immobile face à un danger aussi évident, c'était probablement qu'il refusait d'abandonner sa compagne et ses petits. « Je dois m'y rendre », insista Marine, se tournant vers le chef des pompiers forestiers qui supervisait l'opération. L'homme secoua fermement la tête. Impossible. Le feu est trop proche, le risque trop grand. Mais il y a des lynx piégés là-bas. Une femelle et ses petits, probablement. Le pompier resta inflexible. Je comprends votre préoccupation, madame, mais je ne peux pas risquer des vies humaines pour des animaux sauvages. Nous faisons tout notre possible pour contenir l'incendie. C'est la meilleure aide que nous puissions leur apporter. Marine sentit une frustration impuissante l'envahir. Tout leur travail, tous les efforts d'Akela pour s'adapter et survivre, la promesse de cette nouvelle génération de lynx, tout cela pourrait être réduit à néant en quelques heures par la négligence humaine. C'est alors qu'une idée désespérée lui traversa l'esprit. Le collier GPS ne servait pas seulement à suivre Akela, il pouvait aussi émettre un signal sonore, initialement conçu pour faciliter la localisation du lynx en cas de nécessité de recapture. « Je pourrais activer l'alarme du collier », suggéra-t-elle à Antoine. « Ça pourrait effrayer Akela suffisamment pour qu'il fuit, même s'il est réticent à abandonner la tanière. » Antoine considéra cette option, pesant rapidement le pour et le contre. Ça pourrait fonctionner, mais ça pourrait aussi le désorienter davantage, le pousser dans la mauvaise direction. Quel choix avons-nous ? La voix de Marine trahissait son désespoir. On ne peut pas rester là sans rien faire. Après un moment d'hésitation, Antoine acquiesça. Fais-le. C'est un risque. Mais l'alternative est pire. Les doigts tremblants, Marine activa la fonction d'alarme sur l'application contrôlant le collier. Quelque part dans la forêt menacée par les flammes, le dispositif autour du cou d'Akela émettait maintenant un signal sonore strident, totalement étranger à l'environnement naturel du lynx. Pendant d'interminables minutes, le point sur l'écran resta immobile. Puis, soudain, il commença à se déplacer, d'abord lentement, puis avec une rapidité croissante.
s'éloignant de la zone la plus menacée par l'incendie. « Il bouge !» s'exclama Marine, une lueur d'espoir illuminant son visage tendu. « Il s'éloigne du cœur de l'incendie. » Antoine et Jean-Marc se penchèrent au-dessus de sa tablette, suivant avec une attention fébrile le petit point lumineux qui représentait Akela. Ses mouvements semblaient désordonnés au début, comme si le lynx était désorienté par le double danger du feu et de l'alarme stridente émise par son collier. Mais il revient vers la tanière, nota Jean-Marc avec inquiétude. Il fait des allers-retours. Marine comprit immédiatement. Il essaie de guider Freya et les petits. Il ne veut pas les abandonner. Cette réalisation provoqua chez elle un mélange d'admiration et d'angoisse. Le comportement d'Akela dépassait les schémas habituels documentés chez les lynx mâles, qui n'intervenaient généralement pas directement dans la protection des jeunes. Pourtant, dans cette situation extrême, il semblait déterminé à sauver sa famille, quitte à risquer sa propre vie. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. L'incendie progressait, visible maintenant comme une ligne orangée, dévorant méthodiquement la forêt. Les pompiers luttaient sans relâche, établissant des coupe-feux, déployant des canadaires qui déversaient des tonnes d'eau sur les flammes les plus menaçantes. Mais leur priorité restait la protection des zones habitées et des infrastructures humaines, laissant la faune sauvage largement livrée à elle-même. Soudain, le signal du collier commença à se déplacer plus résolument, s'éloignant de la tanière dans une direction perpendiculaire à l'avancée du feu. « Il a réussi », souffla Marine, n'osant pas encore vraiment y croire. Il les guide vers une zone sûre. Pendant l'heure suivante, ils suivirent avec un mélange d'espoir et d'appréhension la progression d'Akela à travers la forêt. Sa trajectoire était remarquablement directe maintenant, comme s'il avait un objectif précis en tête. Marine avait désactivé l'alarme du collier, craignant qu'elle ne continue à stresser inutilement le lynx dans sa fuite. Il se dirige vers la rivière, nota Jean-Marc en comparant la carte topographique avec le trajet d'Akela. C'est intelligent. L'eau offrira une barrière naturelle contre le feu. Effectivement, le point lumineux s'arrêta finalement près d'un méandre de la Loue, une rivière qui serpentait à travers cette partie du Jura. La position était logique, suffisamment éloignée de l'incendie, offrant à la fois un accès à l'eau et la protection d'affleurements rocheux où une famille de lynx pourrait se mettre à l'abri. « Je dois y aller », décida Marine, se levant brusquement. « Cette zone est accessible par le chemin forestier Est, et le feu ne s'y est pas propagé. »« Marine, c'est encore trop risqué », protesta Antoine. « Le chef des pompiers vient de déclarer que le feu est contenu sur le flanc nord, » insista-t-elle. « Jean-Marc, vous avez dit vous-même que cette zone était sécurisée. » Face à sa détermination, les deux hommes échangèrent un regard résigné. « Je t'accompagne », déclara Antoine, comprenant qu'il ne pourrait pas la dissuader. « Jean-Marc, pouvez-vous nous obtenir une autorisation d'accès ?» Le garde forestier hocha la tête, disparaissant pour négocier avec les autorités de secours. 20 minutes plus tard, équipés de radios d'urgence et vêtus de gilets haute visibilité, Marine et Antoine se dirigeaient vers le dernier emplacement connu d'Akela, guidés par les coordonnées GPS de son collier. Le paysage qu'ils traversaient était apocalyptique. Des zones entières de forêts autrefois verdoyantes n'étaient plus que cendres fumantes et troncs carbonisés. L'odeur âcre de bois brûlé emplissait l'air, accompagnée d'un silence oppressant, les oiseaux et autres créatures ayant fui ou péri dans les flammes. Marine sentait son cœur se serrer devant cette dévastation, pensant aux innombrables vies sauvages perdues dans ce désastre. À mesure qu'ils approchèrent de la rivière, cependant, le paysage changeait. Ici, l'incendie n'avait pas atteint sa pleine force, laissant des poches de végétation intactes. L'air devenait plus respirable, et Marine pouvait entendre à nouveau quelques chants d'oiseaux, signe timide mais réconfortant que la vie persistait. « On devrait y être », murmura Antoine en consultant la tablette. «
à environ 200 mètres dans cette direction. Ils progressèrent avec une prudence accrue, conscients que s'approcher d'un lynx sauvage, particulièrement une femelle avec des petits, comportait des risques considérables. Marine avait emporté des jumelles à vision thermique, espérant pouvoir observer les félins à distance sans les perturber davantage. C'est Antoine qui les repéra en premier. « Là !» chuchota-t-il, pointant vers une formation rocheuse surplombant légèrement la rivière. Marine dirigea ses jumelles dans cette direction et son souffle se coupa. Là, partiellement dissimulé par la végétation, se trouvaient non pas un, mais 2 lynx adultes. Akela, reconnaissable à son collier et sa démarche légèrement asymétrique, et une femelle au pelage plus clair qui devait être Freya. Et entre eux, presque invisibles sans l'aide des jumelles thermiques, 3 petites formes se déplaçaient avec cette maladresse caractéristique des jeunes félins. Ils ont survécu, souffla Marine, une émotion intense lui nouant la gorge. Tous les 5. Antoine sourit, partageant sa joie. C'est extraordinaire. Non seulement Akela a survécu et s'est adapté, mais il a formé une famille, et maintenant il l'a sauvé d'un désastre naturel. Ils restèrent immobiles, observant la scène à distance respectueuse. Akela semblait monter la garde, sa posture alerte tandis que Freya entreprenait de toiletter les petits, probablement pour éliminer l'odeur de fumée de leur pelage. Cette scène de vie familiale, si normale et pourtant si exceptionnelle dans ces circonstances, avait quelque chose de profondément émouvant. « Regarde comme il est attentif », murmura Marine. « On dirait qu'il surveille spécifiquement notre direction. » Antoine ajusta ses jumelles. « Je crois qu'il nous a repérés. Son ouïe et son odorat sont probablement alertés par notre présence. » Comme pour confirmer cette hypothèse, Akela tourna directement sa tête vers leur position, ses yeux ambrés semblant fixer exactement l'endroit où ils se trouvaient, malgré la distance. Marine sentit un frisson la parcourir, non pas de peur, mais d'une étrange reconnaissance, comme si le lynx accusait réception de leur présence. « On devrait se retirer », suggéra Antoine. « Ils ont suffisamment subi de stress pour aujourd'hui. » Marine acquiesça à contre-cœur, sachant qu'il avait raison. Avant de partir, cependant, elle sortit un appareil photo équipé d'un puissant téléobjectif de son sac et prit quelques clichés discrets de la famille de lynx. Ces images, bien plus que les données froides du GPS, témoigneraient de la réussite extraordinaire de leur projet. Au moment où ils s'apprêtaient à partir, un comportement inattendu d'Akela les figea sur place. Le lynx mâle, après avoir échangé ce qui semblait être un regard avec Freya, descendit de son promontoire rocheux et s'avança de quelques mètres dans leur direction. Puis, dans un geste qui semblait presque délibéré, il s'assit, fixant directement leur position pendant plusieurs longues secondes avant de se retourner calmement pour rejoindre sa famille. Le silence s'installa entre Marine et Antoine, alors qu'ils reprenaient le chemin du retour, tous deux profondément marqués par ce qu'ils venaient d'observer. Ce n'est qu'en atteignant leur véhicule qu'Antoine exprima finalement ce qu'ils pensaient probablement tous les deux. « Tu sais, Marine, en tant que scientifique, nous sommes formés pour éviter l'anthropomorphisme. Mais parfois, je me demande si nous ne sommes pas trop restrictifs dans notre compréhension de l'intelligence animale. » Marine hocha lentement la tête. Ce que nous avons vu aujourd'hui, Akela qui guide sa famille loin du danger, qui semble avoir un plan délibéré, qui nous reconnaît peut-être même d'une certaine façon, c'est difficile à expliquer uniquement par l'instinct ou le conditionnement. Peut-être que la frontière entre intelligence humaine et animale est plus poreuse que nous ne voulons l'admettre, suggéra Antoine. Peut-être que dans des circonstances extraordinaires, comme celle qu'a traversée Akela, certaines capacités latentes émergent. Cette conversation philosophique les accompagna sur tout le trajet du retour, offrant un contrepoint réflexif à l'intensité émotionnelle et au danger physique qu'ils venaient d'expérimenter. L'incendie avait causé des dégâts considérables,
Mais grâce à l'intervention rapide des pompiers et à une évolution favorable du vent, les conséquences auraient pu être bien pires. À leur retour au centre de commandement temporaire établi par les autorités, Jean-Marc les attendait avec un mélange visible de soulagement et d'impatience. « Alors ?» demanda-t-il dès qu'ils descendirent du véhicule. « Ils sont vivants », confirma Marine avec un sourire épuisé mais radieux. Akela, Freya et 3 petits, tous en sécurité près de la rivière. Un sourire éclaira le visage fatigué et maculé de suie du garde forestier. 3 petits ? C'est une excellente nouvelle pour la population de lynx du Jura. Marine acquiesça, partageant les photos qu'elle avait prises. Ces images causeraient bientôt une petite sensation dans la communauté de conservation, offrant une rare documentation d'une famille complète de lynx boréaux dans leur habitat naturel, et pas n'importe quelle famille, mais une dont l'histoire extraordinaire de survie et d'adaptation inspirait déjà de nouveaux protocoles de réhabilitation à travers l'Europe. Dans les semaines qui suivirent l'incendie, la vie reprit progressivement son cours dans la forêt jurassienne. Les premières pluies d'automne apportèrent un soulagement bienvenu aux écosystèmes éprouvés, faisant émerger de nouvelles pousses vertes des sols calcinés. La nature, dans sa résilience intemporelle, commençait déjà à panser ses plaies. Pour la famille d'Akela, cette période marquait une phase critique. Les petits, âgés d'environ 4 mois maintenant, entamaient leur apprentissage de la chasse sous la supervision vigilante de leurs parents. Les données du collier GPS révélaient comment Akela adaptait son comportement pour faciliter cette éducation, ralentissant délibérément son rythme lors des expéditions de chasse, privilégiant des proies plus petites et moins véloces, idéales pour les premières expériences des jeunes prédateurs. « C'est fascinant », commenta Marine en montrant les nouveaux schémas de déplacement à Antoine. Il semble avoir développé une méthode d'enseignement spécifiquement adaptée à ses propres limitations et aux besoins des petits. Antoine, qui préparait son départ imminent à la retraite, hocha la tête avec un sourire pensif. Ce cas restera probablement le plus remarquable de ma carrière. Un animal qui non seulement surmonte son propre handicap, mais parvient à transformer cette expérience en une forme d'apprentissage qu'il transmet à sa progéniture. Le projet Akela avait désormais largement dépassé son cadre initial de réhabilitation d'urgence. Il était devenu une étude longitudinale sans précédent sur l'adaptation comportementale des grands félins face à l'adversité. Les articles scientifiques de Marine commençaient à être publiés dans des revues prestigieuses, attirant l'attention de la communauté internationale de conservation. Le symposium à l'université de Grenoble, initialement prévu comme une simple présentation, s'était transformé en un événement majeur où des spécialistes venus de toute l'Europe se réunissaient pour discuter des implications du cas d'Akela pour les futures pratiques de réhabilitation. Marine, propulsée au centre de cette attention, découvrait un nouveau rôle d'ambassadrice pour une approche plus nuancée de la conservation des grands prédateurs. Ce que nous avons appris d'Akela, expliqua-t-elle lors de sa conférence principale, c'est que nous devons repenser nos critères de relâchabilité. Un animal présentant un handicap permanent n'est pas nécessairement condamné à une vie en captivité ou à l'euthanasie. Avec une compréhension approfondie de son écologie et un soutien adapté pendant la phase critique de réadaptation, ces individus peuvent non seulement survivre, mais prospérer et contribuer positivement à leur espèce. Son discours fut accueilli par des applaudissements nourris, mais aussi par quelques questions pointues des puristes de la conservation traditionnelle. N'avez-vous pas simplement créé un animal dépendant de la technologie humaine ? Demanda un chercheur allemand, faisant référence au collier GPS. Sans votre intervention contre les braconniers, sans l'alarme qui l'a alerté du danger de l'incendie, ce lynx aurait-il vraiment survécu ? La question était légitime et touchait à un point sensible que Marine avait elle-même longuement médité. Le collier a été un outil temporaire, pas une béquille permanente, répondit-elle avec assurance.
Il nous a permis d'offrir une protection pendant la phase vulnérable de sa réadaptation, mais Akela a développé ses propres stratégies d'adaptation qui lui permettront de survivre bien après que la technologie aura cessé de fonctionner. Cette réponse reflétait sa conviction profonde, mais masquait une préoccupation grandissante. La batterie du collier GPS approchait inexorablement de sa fin de vie. Les ingénieurs de l'université suisse estimaient qu'il ne restait plus que quelques semaines de fonctionnement. Bientôt, leur fenêtre d'observation sur la vie d'Akela se refermerait définitivement. De retour au centre après le symposium, Marine fut accueillie par Paul qui l'attendait avec une expression énigmatique. « J'ai une surprise pour toi », annonça-t-il, la conduisant vers le laboratoire. Sur l'écran principal était affichée une carte montrant les derniers déplacements d'Akela, mais avec une particularité saisissante. Le lynx semblait revenir méthodiquement vers le site de sa capture initiale, près d'1 an plus tôt. « Il revient à son point de départ », murmura Marine, stupéfaite par cette coïncidence. Comme s'il bouclait d'un cycle. Paul hocha la tête tout aussi intrigué. Les petits sont suffisamment âgés maintenant pour entreprendre des déplacements plus longs. Il semble les guider à travers l'ensemble de son territoire connu. Cette découverte raviva chez Marine un désir qu'elle avait tenté de réprimer depuis des mois. Voir Akela une dernière fois avant que le collier ne cesse de fonctionner, observer sa famille dans leur environnement naturel, documenter visuellement leur évolution. « Je veux organiser une dernière expédition d'observation », décida-t-elle. Discrète, non invasive. Juste pour documenter leur développement avant que nous perdions le signal. Antoine, consulté sur ce projet, exprima d'abord quelques réserves. « Tu ne crains pas que cette dernière intrusion puisse perturber l'équilibre qu'ils ont établi ? Nous resterons à distance, utiliserons des équipements d'observation longue portée, » assura Marine. C'est aussi une question de clôture scientifique. Pouvoir documenter visuellement l'état physique d'Akela après presque 1 an de vie sauvage avec son handicap, observer comment les petits ont intégré ces techniques de chasse adaptées. Devant la solidité de ses arguments professionnels, Antoine finit par acquiescer, tout en soupçonnant que les motivations de Marine n'étaient pas uniquement scientifiques. Le lien qui s'était formé entre la vétérinaire et le lynx dépassait le cadre professionnel habituel, une connexion que lui-même avait observée avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. L'expédition fut soigneusement planifiée pour la semaine suivante, coïncidant avec la période où, selon les prévisions basées sur les schémas de déplacement récents, la famille d'Akela serait proche de leur position initiale de sauvetage. Une petite équipe fut constituée, Marine, Paul et Lucie, une jeune biologiste récemment recrutée au centre qui se spécialisait dans la documentation photographique de la faune sauvage. La veille de leur départ, un événement inattendu vint bouleverser leurs plans. Le signal du collier d'Akela, jusqu'alors si régulier dans ses mouvements, devint soudainement erratique avant de se stabiliser dans une zone rocheuse à la périphérie de son territoire. « C'est étrange », nota Paul en analysant les données. Il s'est déplacé très rapidement, puis s'est immobilisé complètement depuis plus de 4 heures. Marine sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Ce comportement pouvait indiquer plusieurs scénarios, certains naturels, comme un repos prolongé après une chasse intensive, d'autres plus préoccupants, comme une blessure ou une maladie. « Où sont Freya et les petits ?» demanda-t-elle, scrutant la carte à la recherche d'indices. « Impossible à dire sans collier sur eux, » répondit Paul. « Mais cette zone est connue pour ses nombreuses cavités rocheuses. C'est un abri naturel idéal. » Marine prit une décision rapide. « Nous partons demain à l'aube. Même itinéraire, mais avec un nouveau point focal. » La nuit fut agitée pour Marine, son esprit oscillant entre rationalité professionnelle et inquiétude personnelle. Elle avait vécu tellement d'émotions à travers ce projet, la détermination acharnée durant la réhabilitation d'Akela,
l'espoir exaltant lors de sa libération, la fierté émue devant ses adaptations réussies, l'angoisse pendant l'incendie, et maintenant, alors que leur connexion technologique approchait de sa fin, cette nouvelle incertitude. Au petit matin, alors qu'ils chargeaient à leur équipement dans le véhicule, Paul lui montra les dernières données du collier. « Toujours au même endroit », confirma-t-il. « Mais il y a eu quelques légers mouvements pendant la nuit, donc il est définitivement vivant. » Ce petit réconfort ne dissipa qu'en partie l'anxiété de Marine. Le trajet jusqu'à la zone ciblée lui parut interminable, chaque virage de la route forestière semblant ralentir leur progression. Lorsqu'ils atteignirent finalement le point de départ de leur randonnée, un sentiment d'urgence l'habitait complètement. « Nous devrons progresser très silencieusement », rappela-t-elle à l'équipe tandis qu'ils s'équipaient. « Si Akela est blessé ou malade, il sera encore plus sensible aux perturbations. » Ils s'enfoncèrent dans la forêt automnale, marchant sur un tapis de feuilles mortes qui compliquait leur approche discrète. Les couleurs flamboyantes des arbres contrastaient avec le souvenir des zones calcinées qu'ils avaient traversées après l'incendie, rappelant la capacité de régénération de la nature. À mesure qu'ils approchèrent des coordonnées indiquées par le collier, Marine ralentit le rythme, tous ses sens en alerte. Une formation rocheuse se dessinait devant eux, offrant de nombreux abris potentiels entre ces anfractuosités calcaires. « Le signal vient de là », chuchota Paul en consultant la tablette. « À moins de 50 mètres maintenant. » Marine sortit ses jumelles, balayant méthodiquement la zone à la recherche du moindre signe de présence féline. C'est alors que Lucie, positionnée légèrement sur leur gauche, leur fit un signe silencieux, pointant vers une ouverture particulière dans la roche. Avec une infinie précaution, Marine orienta ses jumelles dans la direction indiquée par Lucie. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle aperçut enfin ce qu'il cherchait. Dans une alcôve naturelle formée par l'érosion du calcaire, Akela était allongé, immobile, mais visiblement conscient, ses yeux d'ambre brillant dans la pénombre de son abri rocheux. « Il est là », chuchota-t-elle, passant les jumelles à Paul. « Il ne semble pas blessé, mais quelque chose n'est pas normal. » Paul observa à son tour, puis tendit les jumelles à Lucie, qui commença immédiatement à préparer son appareil photo, équipé d'un téléobjectif puissant. « Où sont Freya et les petits ?» s'inquiéta Marine, scrutant les environs à la recherche d'autres félins. « Aucun signe d'eux !» répondit Paul après un balayage méthodique des alentours. « Mais il y a quelque chose d'étrange avec le collier. » Marine reprit les jumelles, ajustant la mise au point. C'est alors qu'elle comprit ce qui clochait. Le collier GPS semblait endommagé, à moitié détaché du cou d'Akela, retenu seulement par quelques points d'attache. Il s'est pris dans quelque chose, supposa-t-elle. Ou peut-être a-t-il essayé de s'en débarrasser lui-même. Cette seconde hypothèse, bien qu'improbable selon les standards scientifiques, résonnait étrangement avec tout ce qu'ils avaient appris sur l'intelligence adaptative d'Akela. Le collier, conçu pour se détacher automatiquement après une période prédéterminée, avait peut-être commencé à dysfonctionner, émettant des signaux erratiques ou des vibrations inhabituelles qui dérangeaient le lynx. « Je dois m'approcher », décida Marine. « Si le collier est endommagé et le blesse, nous devons intervenir. » Paul posa une main sur son bras. « C'est risqué. Il pourrait être agressif, surtout s'il est stressé par ce collier défectueux. »« Je le connais », insista Marine avec une conviction tranquille. « S'il y a bien un humain qu'il laissera approcher, c'est moi. » Après un moment d'hésitation, Paul acquiesça à contre-cœur. « Sois prudente. Nous resterons en retrait, mais prêts à intervenir. » Marine progressa seule, chaque pas soigneusement calculé pour faire le moins de bruit possible. Son esprit oscillait entre professionnalisme vétérinaire et cette connexion inexplicable qu'elle avait toujours ressentie avec Akela. À mesure qu'elle s'approchait, elle pouvait voir plus clairement l'état du collier. Il s'était effectivement partiellement détaché, probablement lors d'un passage dans une végétation dense, et pendait maladroitement au cou du lynx.
À environ 20 mètres de l'abri rocheux, Marine s'arrêta. Akela l'avait repéré. Il avait légèrement relevé la tête, ses oreilles pointues tournées dans sa direction, son regard ambré fixé sur elle, sans ciller. Pas de signe d'agression, pas de grondement, pas d'aplatissement des oreilles, pas de posture défensive. Juste cette vigilance calme qu'elle avait appris à reconnaître. « Akela », murmura-t-elle doucement, utilisant volontairement son nom, sachant parfaitement que le concept de nom propre n'avait aucun sens pour un lynx sauvage. « Je suis là pour t'aider. » Le félin inclina légèrement la tête, comme s'il évaluait la situation. Puis, dans un mouvement qui stupéfia Marine, il se leva lentement et fit quelques pas vers elle avant de s'arrêter à mi-chemin, maintenant une distance de sécurité d'environ 10 mètres. Ce comportement défiait toutes les attentes. Un prédateur sauvage devrait fuir, ou s'il se sentait menacé, adopter une posture défensive. Cette approche délibérée mais mesurée suggérait une forme de reconnaissance, peut-être même de confiance. Encouragée mais toujours prudente, Marine s'accroupit lentement, se mettant au niveau du lynx pour paraître moins intimidante. « Tu as un problème avec ce collier, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement, son ton calme et régulier visant à maintenir une atmosphère apaisante. Akela l'observait avec une intensité presque palpable. Le collier pendait effectivement de façon inconfortable, probablement irritant sa peau et entravant ses mouvements. Marine comprit soudain pourquoi il était resté immobile si longtemps à cet endroit. Il attendait, incapable de résoudre lui-même ce problème technologique humain. « Je peux t'aider », continua-t-elle, « mais tu dois me faire confiance une dernière fois. » Avec des gestes d'une lenteur délibérée, elle sortit de sa poche une paire de ciseaux spéciaux conçus pour couper les colliers d'animaux en cas d'urgence. Elle les montra à Akela, pas tant pour qu'il comprenne leur fonction que pour l'habituer à leur présence visuelle. Le moment de vérité approchait. Marine devrait s'approcher suffisamment pour atteindre le collier, se mettant potentiellement à portée des griffes et des crocs d'un prédateur sauvage. Toute sa formation professionnelle lui criait que c'était de la folie, que même les animaux réhabilités pouvaient redevenir imprévisibles après des mois de vie sauvage. Pourtant, quelque chose de plus profond que sa formation scientifique la poussait en avant. Cette connexion unique, forgée à travers des mois de soins intensifs, renforcée par le respect mutuel qu'il semblait s'être accordé lors de leur brève rencontre après sa libération. « Je vais m'approcher maintenant », annonça-t-elle doucement, avançant d'un pas, puis d'un autre. Akela ne bougea pas, son regard toujours fixé sur elle. À chaque pas, Marine s'attendait à ce qu'il recule ou montre des signes d'agression. Mais il resta immobile, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait. À 3 mètres de distance, elle s'arrêta, sentant qu'elle avait atteint la limite de ce que le lynx pouvait tolérer. C'était encore trop loin pour atteindre le collier. « Un peu plus près, Akela », murmura-t-elle. « Juste un peu. » Comme en réponse à sa demande, bien que la raison scientifique en elle savait qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre ses mots, Akela fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à 1 mètre de distance, une proximité inouïe entre un humain et un lynx sauvage. Marine pouvait maintenant sentir son odeur musquée, voir chaque moucheture de son pelage tacheté, distinguer les minuscules mouvements de ses vibrisses. Avec une lenteur infinie, elle tendit la main vers le collier. Akela frémit légèrement mais ne recula pas. D'un geste précis, elle coupa la dernière attache du collier, qui tomba doucement dans sa main. « Voilà », souffla-t-elle, « tu es vraiment libre maintenant. » Pendant un instant suspendu dans le temps, ils restèrent ainsi, humaine et lynx, séparés par moins d'1 mètre et des millions d'années d'évolution divergentes, pourtant connectés par quelque chose qui transcendait ces différences. Puis le moment passa. Akela recula de quelques pas, secouant légèrement son cou comme pour s'habituer à l'absence du poids familier. Il regarda Marine une dernière fois, ses yeux d'ambre semblant contenir une sagesse ancienne que les mots humains ne pourraient jamais vraiment capturer.
Un bruit léger attira leur attention à tous deux. À la périphérie de la clairière, 3 petites silhouettes félines émergèrent des buissons, suivies par la forme élégante de Freya. La famille d'Akela, venue le chercher après sa longue absence. Le lynx mâle tourna la tête vers eux, puis revint à Marine, comme partagé entre 2 mondes. Puis, avec cette grâce fluide qui avait toujours caractérisé ses mouvements malgré son handicap, il s'éloigna, rejoignant sa famille dans un tableau parfait de vie sauvage restaurée. Marine resta immobile, le collier dans sa main, son cœur empli d'une émotion trop complexe pour être nommée simplement. Derrière elle, Paul et Lucie s'approchèrent silencieusement, aussi impressionnés qu'elle par ce qu'ils venaient de voir. « Tu as réussi », murmura Paul, posant une main sur son épaule. Marine hocha la tête, incapable de parler immédiatement. Elle observait la famille de lynx s'éloigner dans la forêt, leurs silhouettes tachetées se fondant progressivement dans le jeu d'ombre et de lumière du sous-bois automnal. « J'ai toute la séquence en photo, » dit doucement Lucie. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils reprirent le chemin du retour, laissant derrière eux la famille de lynx à sa vie sauvage, désormais sans surveillance électronique, sans intervention humaine. C'était à la fois une fin et un commencement, la conclusion de leur projet scientifique, mais le début d'un nouveau chapitre pour Akela et sa famille. De retour au centre, Marine passa des heures à télécharger et analyser les dernières données du collier récupéré. Ces informations viendraient compléter leur étude, offrant un aperçu sans précédent de l'adaptation d'un prédateur handicapé à la vie sauvage. Mais au-delà de la valeur scientifique, ces données racontaient une histoire de résilience, d'intelligence et d'adaptation qui dépassait les cadres traditionnels de la biologie animale. 6 mois plus tard, lors d'une conférence internationale sur la conservation des félins sauvages à Genève, Marine présenta les conclusions complètes du projet Akela. Sur l'immense écran derrière elle, défilaient les photographies prises par Lucie, la famille de lynx ensemble, les petits jouant sous la supervision attentive de leurs parents, et cette image extraordinaire de Marine et Akela se faisant face, séparés par à peine 1 mètre, unis dans un moment de confiance mutuelle qui semblait défier les lois de la nature. Le cas d'Akela nous oblige à repenser notre approche de la réhabilitation des prédateurs, conclut-elle face à l'audience captivée. Il nous rappelle que la frontière entre instinct et intelligence, entre comportement inné et adaptation consciente, est peut-être plus fluide que nous ne l'avions imaginé. Mais surtout, il nous enseigne l'humilité face à la capacité de résilience du monde sauvage, quand nous lui donnons simplement la chance de s'exprimer. Les applaudissements qui suivirent étaient enthousiastes, mais Marine sentait que les mots, même choisis avec soin, ne pouvaient pleinement capturer l'essence de ce qu'elle avait vécu avec Akela. Certaines expériences transcendaient le langage scientifique, touchant à quelque chose de plus profond dans notre connexion avec le monde naturel. Parfois, dans ses rêves, elle revoyait ses yeux d'ambre, la fixant avec une intelligence insondable. Et dans ses meilleurs jours, lors de ses expéditions dans les forêts du Jura, elle scrutait instinctivement les ombres entre les arbres, espérant apercevoir une silhouette tachetée au loin, non pas pour l'étudier ou l'observer, mais simplement pour savoir qu'Akela était toujours là, libre, sauvage et résilient, comme il était destiné à l'être.